là, qui Tsing, mais vous voyez, ça, on commence. Donc, les Tchang, c'est, disons, 1500 avant Jésus-Christ, jusqu'à 1050, 500 première du XXe siècle avant Jésus-Christ. Là, disons que c'est ce que je vous expliquais là maintenant. À la fin du 3e millénaire, et après, donc la soie, c'est déjà une marque distinctive du rang social, qu'elle est destinée à une élite, et cette élite, ce sont les militaires, les Tchang, de l'âge du bronze. D'ailleurs, chez les Tchang, on va avoir par exemple des magnifiques trucs de cuisine, du mobilier de cuisine pour cuisiner, des cuisinières, oui, voilà, comme ça, des cuisinières en bronze. En général, quand on voit des beaux trucs comme ça, bien vieux en bronze, c'est sous les Tchang, c'est jamais trop difficile. Alors, les dessous, ça suit, si vous voulez, jusqu'au moins 221 avant Jésus-Christ. Et puis les Qi, ça c'est un premier moment où le pays s'est relativement unifié, et c'est l'empereur sur lequel vous avez entendu déjà parler, qui a enterré des tas de soldats de terre. Vous avez déjà vu ça? Oui. On va le voir bientôt. Donc ça c'était de 220 à 206 avant Jésus-Christ, et maintenant de 206 avant Jésus-Christ à 220 après Jésus-Christ, on est sur la dynastie des Han. Alors, viendront ensuite les Tang. Et entre les deux, alors beaucoup de petits trucs que je ne veux pas vous faire étudier, ça va. Les Tang. Mais là, nous, à cette époque-là, on est sur les Mérovingiens et les Carolingiens, ça vous êtes peut-être. En islam, c'était le califat de Bagdad. Et c'est à ce moment-là qu'on aura les Nestoriens qui vont aller en Chine. Les Nestoriens, je vous en ai déjà parlé. Ce sont ces chrétiens qui vont circuler à travers le monde. Déjà, ils s'implantent au Xe siècle, c'est dingue. Les Song, mais ça c'est à l'époque romane, de 960 à 1120. Et ça c'est une dynastie mongole, les Song. Donc vous avez vu, au-dessus de la Chine, il y a la Mongolie. On va souvent avoir des invasions par les Mongols. Alors, Yuan, ça c'est donc du XIIIe siècle au XIVe, donc disons 1215 à 1368, à peu près. Les Yuan. Et là, c'est l'époque où, je ne sais pas, vous avez entendu parler du voyage de Marco Polo. Marco Polo, c'était un marchand vénitien qui est parti et qui est parvenu en Chine après un long périple, et qui est revenu, qui a fait écrire ses mémoires par un comparse en prison. Alors, on a beaucoup discuté si c'était vrai, pas vrai, tout ça. Moi, j'ai lu un bouquin qui était, ma foi, hot, comme on peut dire. Mais assez intéressant, ça donne la littérature, les romans, ça donne toujours de la chair à tous ces peuples et à toutes ces civilisations, à tous ces mœurs étranges. Je vous le recommande si vous avez l'occasion. Alors les Ming, les fameux vases Ming, ça vous avez bien entendu parler. Dans Tintin, peut-être. Je ne sais pas. Donc là, on est de 1368 à 1644. Oui, les dates, oui, j'en ai mis plusieurs parce que ça dépend du bouquin. Donc les Ming, et donc là, on est presque au XVIIe siècle. Et enfin, la dernière dynastie, les Qing, ce sont les Mandchous, c'est la Mandchourie qui de nouveau attaque. Et là, ça donc de 1644 à 1911. C'est la dernière des grandes époques où il y a des grands empereurs en Chine. Donc 1911, c'est juste avant la Première Guerre mondiale et milieu du XVIIe siècle. Voilà. 1644, ça va? Donc on prend Chang, oui, Tzu-Ki, oui, Han Tsang, oui. Encore. Yuan,
Min King. Chan Suki, Han Tan Song, Wan Min King. Chan Suki, Han Tan Song, Wan Min King. Chan Suki, Han Tan Song, Wan Min King. Ben voilà, vous connaissez toutes les dynasties chinoises, c'est déjà bien. Alors, oui, la Mongolie, ici, dans le sud, on va avoir un tout petit peu des peuples ressemblent à ça, des peuples un peu différents. Pour moi, un choix des poteries modelées à la main et fini autour déjà une marque d'habileté sur les Chang. Ici, on écrit S-H-A-N-G. Donc, ça veut dire qu'on fait des boudins comme ça, on les fait monter pour faire une poterie, et après on les met sur un tour pour essayer de rendre ça plus régulier. Alors, une chose qui est absolument dingue, mais vraiment, moi je trouve ça dingue, c'est que ce type de robe, il apparaît déjà au moins 1500 ans avant Jésus-Christ, et aujourd'hui c'est toujours à la mode en Chine. Donc, c'est le costume chinois avec une robe, donc des robes de soie, parée de revers, dont les petits motifs étroitement liés les uns aux autres font contraste avec la partie générale du vêtement. Donc on a une robe de l'époque Chang, qui est réalisée à partir d'une petite figurine de jade qu'on a trouvée alors, et donc qui présente autour des manches et de l'oreille une garniture de motifs qui contraste avec le tissu. Et ça, on en trouve encore plein aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Donc, ça, c'est de quelle époque? Chang. On est quand à ce moment-là? Moins 1500, moins 1050. Il y avait écrit que la dynastie Chang va de 1500 à 1000. Ah oui, oui, mais je vous ai dit. Ici, je me réfère au bouquin de Patricia Reed parce que ce sont ces images. Et ceci dit en passant, c'est une très gentille chose que j'ai fait pour vous, que je vous donne, vous l'avez tous reçu, j'espère bientôt. Tous les scanages que moi j'ai fait des robes. Et alors, s'il y avait moyen, normalement j'avais pensé, dans ce qu'on avait discuté, de me scanner le texte. Pas ceux que je vous ai déjà scannés, je vous ai déjà scanné toutes les introductions, toutes les images. Mais alors, ça serait bien, comme il y a au moins 10 chapitres, de se le partager. Comme ça, moi, je l'aurais avec texte, puisque le livre n'est plus disponible. Je l'aurais avec texte et je pourrais le distribuer à l'avenir. Vous pourriez si vous avez l'occasion, on verra. En attendant, le bouquin est déjà disponible avec seulement les images. D'accord? Donc, on est à quelle période là maintenant? Chang. On est à quelle période là maintenant? Chang. Les premières traces d'écriture datent également de cette époque. Les caractères inscrits sur les os et les carapaces de tortue sont interprétés par les devins de l'époque Chang. Ils sont à la base du système d'écriture sophistiqué, toujours en usage en Chine, et qui confère à l'histoire du pays une continuité dans le temps exceptionnel. Je vous disais qu'ils étaient conservateurs, eh bien cette continuité dans le temps exceptionnel, nous on a déjà changé d'écriture quelquefois, on n'a pas démarré si tôt que, n'est-ce pas? Et eux, voilà, donc on a déjà des traces d'écriture qui servaient à la divination, n'est-ce pas? Et ils sont aussi sophistiqués que maintenant l'écriture chinoise. Le culte des ancêtres en est également un facteur essentiel. Enfin, les Shang mirent en place un type d'organisation sociale qui allait se perpétuer aussi jusqu'au début du XXe siècle. Vous voyez, une royauté sacrée, soutenue par ses fonctionnaires et ses armées, un artisanat habile producteur de produits de luxe et une paysannerie misérable vouée aux tâches agricoles et aux travaux publics. D'accord? Donc jusqu'en 1911, on va dire ça comme ça, vous avez un roi, un empereur, une royauté sacrée, avec des fonctionnaires et une armée, un artisanat de l'industrie de luxe,
et paysannerie misérable. D'accord? Voilà, ça sont des exemples donc, de ces pratiques de la chiromancie, les carapaces de tortue, qui seraient à la naissance de l'écriture chinoise. Et les résultats des divinations ont été notés afin d'être mémorisés. Donc là, on est au XIIe siècle avant Jésus-Christ. Ici, c'est une carapace de tortue et qui serait aussi à l'origine de la naissance de l'écriture chinoise. Celle-ci date de 3000 ans. Voilà encore une autre de la dynastie Chang, une carapace de tortue avec des caractères chinois de nouveau qui servent d'oracle. Cette histoire d'oracle, elle n'est pas du tout simplement comme ça religieuse, parce que celui qui sait traduire ce que dit le monde de l'invisible, ce que disent les ancêtres, le culte des ancêtres, il parle à l'un qui sait lire les signes de l'invisible. Cet homme-là, eh bien évidemment, il est plus précieux que les autres, parce que c'est grâce à lui qu'il saura quand est-ce qu'on peut semer, quand est-ce qu'on peut récolter. Vous voyez, donc ça lui donne un pouvoir énorme sur les autres. C'est lui qui va dire comment va se passer l'agriculture, et donc assez vite, les choses vont être organisées autour de ce pouvoir du devin, et qui va très vite être le dieu, si vous voulez, l'empereur. Donc, 3e millénaire avant Jésus-Christ, une amphore décorée de serpents à pattes. Je vous disais que c'était des céramiques quand même assez soignées. Alors, donc, de manière générale, dans toute l'Asie centrale, on a 2500 ans avant Jésus-Christ, des poteries donc taillées à la main, comme je vous disais. Et sous la dynastie Chang, qui avait pour capitale Tianqiu, il faut aussi le haut lieu de la technique du bronze. Je vous en ai déjà parlé, c'est l'âge du bronze, et à cette époque, ça va se développer, et c'est encore aujourd'hui toujours une des productions où la Chine excelle. Voilà par exemple un bronze du XIe siècle avant Jésus-Christ, de la dynastie Chang. Vous voyez qu'ils sont quand même reconnaissables. Hein? C'est un vase en forme de félin. Ils ont un côté vraiment, comment dire, ils ne sont pas lissés, les formes bien lisses, non, c'est tout ça, est travaillé un peu partout sur toute la surface, et un peu grimaçant. Par contre, voilà, un vase très élégant, qui servait sans doute au culte des ancêtres, pour les sacrifices rituels, probablement chargé d'un certain pouvoir magique, et objet d'une certaine vénération. Je ne sais pas si vous voyez, mais ici, on a des gravures dans les feuilles de métal. On a trouvé quelques petites sculptures en marbre Par contre, il y a le jade, comme on dit. Je vous l'ai mis là parce qu'il a pour le moment une exposition. Ah non, c'est juste au musée de Guimet à Paris. C'est un musée qui m'a l'air extraordinaire au niveau de la qualité des objets, ce coup-ci de manière générale. C'est absolument extraordinaire. Donc, ce musée, surtout pour l'art de l'Asie, tout ça. Donc oui, c'est juste terminé, on dirait. Mais ça veut dire que le catalogue est là. Et j'aimerais vous dire qu'avant ça, j'avais du mal à trouver des beaux objets de jade. Pourtant, tout le monde en a déjà entendu parler. En tout cas, voilà, encore aujourd'hui, les grands couturiers, Cartier, Londres, New York, un art déco inspiré du goût chinois, évidemment. C'est une pierre éternelle mythique qui va avoir un pouvoir absolu pour le souverain. La gamme des couleurs du jade varie du blanc au vert sombre, voire au noir. Vous pouvez aller du mauve à l'orange, du vert grisé au céladon, en fonction des impuretés dans la pierre, selon qu'il y a du fer, ferrique, du manganèse, du graphite. La coloration n'est pas toujours naturelle, car dès l'Antiquité, des techniques sont utilisées pour en alterner la gamme chromatique. Par exemple, en enfouissant le jade sous la terre, ou à l'inverse, en l'exposant à la chaleur. Vous voyez que c'est une pierre qui vit, et qu'on va essayer de faire. Donc, il y a le fameux verre jade, mais en fait, ne soyez pas étonnés si vous voyez un jour
un objet en mauve ou ça peut aussi être du jade. Regardez comme c'est caractéristique, ce côté avec des pics comme ça, de leur travail de bronze. Hein. Donc ça c'est quelle dynastie? Chang. Hein. L'austérité qui naît dans les façons des motifs décoratifs est caractéristique des bronzes Chang. Comme dans cet instrument de cuisson, seuls les petits masques rompent la solennité de l'objet, tandis que sous les Chu, Chang Chu, hein, vous savez, le décor envahissant montrera des aspects plus flamboyants. Voilà, ici sur les Chang, ils considèrent ça comme relativement sage, et sur les Chu, ça va encore être plus flamboyant. Alors, assez vite, on va avoir, après les Chang et les Tsu, une période comme ça de désordre, donc les Chang possédaient leur place au Tsu, et les Tsu, donc c'est moins 1050 à moins 220 avant Jésus-Christ. Et donc les Chang vont devoir céder la place au-dessous, et ceux-là vont conquérir des territoires encore plus vastes, de Pékin au nord jusqu'à la basse vallée du Yangtze au sud. Durant les 1300 ans de l'Empire Chang et Sou, on le met ensemble, les propriétaires terriens composant la noblesse vont acquérir le monopole de certaines pratiques religieuses, ce que je vous disais tout à l'heure, lesquelles sont à la base des notions chinoises de parenté et de religion. Les nobles sont alors les seuls à pouvoir appartenir à un clan familial et donc officiellement à pouvoir se prévaloir d'une généalogie. Les chefs patriarcaux de ces familles exercent ainsi une autorité particulière dans la mesure où eux seuls sont en droit d'accomplir les rites qui favorisent l'intervention bienveillante des ancêtres du clan. Vous voyez, au démarrage, on a une sorte de noblesse comme ça, qui se détachent de chefs patriarcaux qui ont, eux, le droit de lire les oracles, et ça leur donne évidemment un pouvoir. Et parce qu'ils ont le droit donc, de lire les oracles, ils ont droit à toute une généalogie et à toute une hiérarchie. Donc les familles, la notion de famille, la notion de parenté, la religion, tout ça, c'est tout à fait lié dès le départ. Donc l'important c'est qu'ils acquièrent la bienveillance des ancêtres. Je vous ai dit que c'est de pratiquer le culte des ancêtres. Donc le souverain va au-dessus de tous acquérir une supériorité qui est de l'ordre de la religion presque.